DSGP pour un échange qui s'annonce fort passionnant sur l'intelligence artificielle et la bande dessinée. Y a-t-il des raisons d'en avoir peur? Cet échange-là, c'est la commission bande dessinée de la DSGP qui l'a souhaité, représentée ici par Christelle Pécou, car les auteurs de bande dessinée, voyant des événements récents qui nous seront relatés ce soir, se sont forcément interrogés sur l'enjeu qu'il y avait pour leur métier, notamment plus précisément en termes de droits d'auteur, et ont souhaité cet échange qui se veut vraiment assez libre, sous la houlette de Jean-Christophe Augier, qui, vous le savez, est spécialiste de bande dessinée, journaliste, entre des auteurs qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas l'intelligence artificielle et des spécialistes de l'intelligence artificielle ou spécialistes du droit d'auteur, comme l'est le professeur Ben Samoun. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous souhaite une excellente soirée pour vous dire qu'au-delà des échanges entre les intervenants, il y aura également des questions de vous dans la salle, mais aussi de celles et ceux qui regardent cette table ronde sur la chaîne YouTube de la DSGP. Chaîne YouTube où vous pourrez revisionner la table ronde si vous le souhaitez d'ici une petite semaine. Et à l'issue de quoi, vers 20h30, il y aura un pot de l'amitié pour continuer les échanges si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je passe la parole à Jean-Christophe Augier. Merci à Marianne Ferifal qui est la directrice de la DSGP. Donc avec nous, effectivement, Alexandra Ben Samoun, qui est professeure de droit privé à l'université Paris-Saclay. Et vous êtes également personnalité qualifiée au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Et on verra que les questions qui nous occupent ce soir sont au cœur de vos réflexions et de vos travaux dans ce contexte, dans ce cadre-là. Et avec nous également, mais en visio, Stéphanie Lecam, qui est également maître de conférence en droit privé, mais qui est aussi la directrice de la Ligue des auteurs professionnels et qui aura sans aucun doute à se faire l'écho des inquiétudes ou des souhaits, des demandes des auteurs professionnels dans le cadre de cette discussion autour de l'intelligence artificielle avec les illustrateurs et la bande dessinée. Avec nous en visio, Daniel Gossens. Daniel Gossens, ceux qui lisent de la bande dessinée le connaissent comme auteur, et auteur reconnu. Il a quand même été Grand Prix de la ville d'Angoulême en 1997. Mais d'aucuns le savent peut-être un peu moins, mais il est aussi... Parallèlement, il a mené une carrière universitaire puisqu'il était enseignant-chercheur à Paris 8, spécialisé en intelligence artificielle, ce qui est en fait la personne ad hoc pour parler ce soir. Avec nous également en visio, sans doute, je l'espère du moins, Marc-Antoine Mathieu, auteur également. Marc-Antoine Mathieu, qui est passionné d'intelligence artificielle depuis longtemps et dont deux au moins des ouvrages témoignent de cette passion. Le plus récent est assez fortement marqué par les rapports entre conscience humaine et intelligence artificielle. Christelle Pécou, on l'évoquait tout à l'heure, vous êtes autrice également, et vous êtes à ce titre également à la DSGP l'un des membres de la commission bande dessinée de la DSGP. C'est vous qui avez la commission a dit oh, il y aurait peut-être des choses à s'interroger autour de cette intelligence artificielle. Et avec nous également ici, Alexandre Roanne, qui lui aussi est illustrateur, auteur de bande dessinée et qui pratique l'intelligence artificielle, presque un pionnier en la matière, puisque vous n'êtes pas encore si nombreux à user et utiliser l'intelligence artificielle pour faire vos images. Avant peut-être de donner la parole aux uns et les autres, sachez que nous aurons une démonstration avec Alexandre Roanne, que nous répondrons à des questions de droit, effectivement, puisque c'est au cœur du sujet. Mais je voudrais revenir sur une anecdote. Quand on en a discuté avec Christelle Pécou pour préparer, annoncer cette rencontre, il s'avère que ces dernières semaines, ces derniers mois, un certain nombre d'événements se sont précipités, pas forcément très importants, mais qui ont mis la puce à l'oreille aux uns et aux autres. Et notamment, par exemple, un petit concours, le Colorado State Fair,
qui met en scène, met en lumière le travail d'illustrateurs, de dessinateurs. Et il y a une catégorie dans ce Colorado State Fair qui s'est tenu l'été dernier, qui est celui de l'illustration numérique. Et le jury, les personnes qui avaient à juger, étaient persuadées que l'image qu'ils avaient choisie était une image qui avait été dessinée, certes sur écran, avec les outils numériques nécessaires, mais par une main humaine. Et quand l'artiste, pouvons-nous encore l'appeler ainsi, nous verrons, est venu chercher son prix, il a dit, mais vous savez que, certes, j'ai beaucoup travaillé, j'ai mis 80 heures pour trouver les bons mots, les bonnes invites, comme on dit, à donner à ma machine, à mon programme, mais qu'ensuite, cette machine, ce programme m'a proposé 900 images différentes. J'en ai choisi 3 à vous proposer et merci d'avoir honoré de ce prix ce théâtre d'opéra spatial que vous pouvez, si cela vous amuse, trouver en tapant sur votre smartphone ou derrière votre écran, sur votre ordinateur, Colorado Midjourney, M-I-D-J-O-U-R-N-E-Y, qui est le fameux programme texte-to-image, et peut-être même Allen, le nom de l'artiste. Et vous verrez arriver une image assez spectaculaire. On aime ou on n'aime pas, mais elle est pour le moins spectaculaire, de 2 femmes habillées, vues de dos, habillées avec des vêtements victoriens, dans un décor spatial de space opéra un peu art déco, et avec des planètes au fond. C'est assez chargé, assez baroque, assez impressionnant. Et l'artiste n'a pas mis le moindre doigt sur cette image-là. Donc voilà une image qui peut tout d'un coup nous dire qu'on est en train de basculer dans une autre ère. Autre exemple, et je m'arrêterai là, The Economist, je crois que c'est The Economist, qui au mois de juin a fait sa une entièrement en demandant à Midjourney, toujours le fameux programme, de produire sa une sans intervention d'un illustrateur qui, d'habitude, évidemment, comme tout magazine, avait recours à des illustrateurs. Donc, inquiétude, angoisse, avenir, nous allons en parler. Et nous allons en parler après peut-être avoir vu la démonstration que nous propose Alexandre Rohan pour que nous sachions, nous comprenions un peu comment tout cela fonctionne. À vous. Oui. Donc il y a plusieurs manières de générer des images. Le truc projeté. Voilà. Donc une des premières intelligences artificielles que j'ai utilisées était Gogan de NVIDIA. NVIDIA fabrique des cartes graphiques et le principe était assez simple. Vous avez une palette, vous dessinez par exemple une montagne, ça peut être assez rapide, des collines, des nuages. L'écran n'est pas assez grand pour que je montre le résultat, mais en gros, si je dessine ça, je peux demander qu'il me calcule l'image ensuite en rendu photo. Pareil pour cette image. Et vous pouvez aussi rajouter des ambiances différentes. Ça, c'est pareil. Tac, tac. Voilà. Il a fallu 10 secondes pour générer ces images à peu près, dont 3 secondes pour faire ça. Ensuite, on a eu DALL-E Mini, qui était assez dégueulasse, je l'avoue. Mais bon, c'était un des premiers aussi à faire... Ce sont des noms de programmes oui. qui génèrent du texte to image ou du croquis to image. Oui, voilà. Celui-là s'appelle DALL-E Mini. Donc, on parlait de prompt, là, de texte. J'ai juste tapé arbre et fleurs. Voilà, il m'a généré un truc pas terrible. Hein.
Et j'ai demandé à un personnage célèbre de bande dessinée en réaliste. J'ai reçu ça avec une figure un peu en bouillie. J'ai tenté d'autres choses et bon, c'est toujours après les mêmes résultats. Pour l'instant, vous ne risquez rien du côté de Non, c'est une interprétation. la société qui gère les droits de ce personnage. Je l'espère. Donc, vous remarquez ici la main, c'est des erreurs que font souvent les intelligences artificielles parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Quand ils font des apprentissages sur Google ou sur Google Images, ils vont cartographier les images, ils vont en même temps lire le texte qui se rapporte, et quand ils dessinent une main, ils connaissent rien à l'anatomie. Ils vont vous faire une main parce qu'ils vont superposer plusieurs mains, ils vont dire, bon, une main, ça doit être à peu près ça. Donc parfois, ça donne ce genre de résultat. Et les yeux, pareil. Bon, il faut dire, celui-là, il a... On reconnaît souvent les intelligences artificielles sur les yeux et les mains, mais après, on a rajouté des algorithmes, je vous montrerai, de restauration de face. Et ce qu'il y a aussi, c'est que les images sont assez petites. Ça commence de 512 à 512, et puis on peut maximum avoir 2048. Quand vous dites 512 à 512, pixels. Ce sont des pixels. Oui. Voilà, c'est-à-dire la plus petite unité numérique qui permet de faire des images. Voilà, pardon. Et Midjourney, qui est une autre intelligence artificielle, peut aller jusqu'à 4096 sur 4096 pixels, ce qui est pas mal, ça vous fait une image de 30-40 cm pour imprimer. Pour du print, vous avez failli le dire, c'est-à-dire qu'effectivement, ça suffit comme qualité pour qu'un magazine puisse l'imprimer de manière très correcte. Voilà. Et là, j'ai mis une liste de sites gratuits. Parce qu'en fait, quand vous utilisez une intelligence artificielle, vous utilisez des ordinateurs qui ont des cartes graphiques avec minimum 8 gigas, et puis ça peut aller jusqu'à 24 gigas de mémoire, parce que ça demande beaucoup de ressources. Pourquoi les cartes graphiques? Parce que sont utilisées par les gens qui fabriquent des jeux. Il y a beaucoup de calculs de ray tracing, de 3D. Et donc, on s'est rendu compte que c'est ce qu'il y avait de plus rapide. Quand vous dites les jeux, ce sont les jeux vidéo. Les jeux vidéo, oui, en hyper réaliste. Et en même temps, tous ceux qui minent des bitcoins utilisent aussi les cartes graphiques parce qu'ils ont des processeurs super rapides et beaucoup de VRAM. Donc si vous utilisez Midjourney, vous avez droit à 20-25 images et ensuite ça devient payant parce que vous êtes connecté par Internet à des dizaines d'ordinateurs assez puissants qui vont faire le boulot à votre place, à la place de votre PC. Si vous avez un Mac, il faudrait un processeur M1 pour les spécialistes, sinon ça ne marche pas. Donc ça bouffe. Et donc la plupart des sites gratuits vous permettent d'en faire quelques-uns et ensuite il faut payer. Mais si vous vous enregistrez sur certains, par exemple sur Wombo, je vous montrerai peut-être tout à l'heure, je regarde juste si j'ai rien d'autre à montrer. Ouais. Sur Wombo, qui est là. Voilà. Par exemple, j'ai généré... Non, c'est pas Wombo, ça. C'est le site de c'est le site de Stable Diffusion. Stable Diffusion. Alors Stable Diffusion est encore une autre intelligence artificielle qui est open source. C'est-à-dire que le code est visible. C'est mon fils qui l'a installé sur mon PC parce que j'étais incapable de le faire. Il faut télécharger Python, mais une version bien précise. Ensuite, ouvrir un compte sur Hugging Face, qui est une start-up française qui rassemble comme GitHub des programmes et des projets en intelligence artificielle. Et ensuite, vous pouvez générer à travers soit des prompts que vous écrivez genre sous DOS. C'est assez pénible. C'est-à-dire, vous, quand vous dites des prompts, vous écrivez quoi? Voilà. Par exemple, pour celui-là, j'ai écrit Macron by Moucha. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas demandé les fleurs, j'ai pas demandé le regard. Vous avez juste demandé que notre chef d'État soit revisité à la manière de Moucha. Voilà. Et c'est pas mal. Mais en plus, non, mais franchement, ça se regarde. Non, mais quand le type dit... Enfin, excusez, je ne veux pas porter atteinte au chef de l'État, mais c'est pas mal. J'ai utilisé le chef d'État parce que c'est un personnage public, et, et que tout le monde le connaît, donc on peut reconnaître la qualité du portrait en même temps. Je peux régénérer en fait cette image et j'aurai autre chose parce qu'il y a un facteur hasard qui entre en jeu dans les intelligences artificielles. Dès que je trouve le... Voilà.
Donc là, il calcule. Là, je suis connecté en fait à un autre site de Midjourney. J'ai le même bonhomme parce que il y a un truc que j'ai gardé, que j'ai pas changé, c'est la graine de hasard. Ils appellent ça le seed. Et donc, si je demande, je change juste un chiffre ici et que je régénère mon image, je vais obtenir autre chose. C'est qui rend en fait la... Wow. J'ai juste changé un chiffre et donc je ne maîtrise rien là-dessus. Donc pour générer un personnage de BD qui parle à sa voisine et qu'ensuite se retourne, c'est très difficile. À moins de récupérer l'image, de demander de partir d'une image que je lui donne et de modifier un peu le hasard et de se coller avec un petit curseur plus ou moins à l'image que je lui ai donnée. Mais même là, je peux avoir des trucs différents. Donc, je vous montrerai après des gens qui ont fait une bande dessinée avec Midjourney. Je tire mon chapeau parce que c'est vraiment pénible à utiliser. Et quand vous savez pour l'instant, oui. Parce que quand vous savez dessiner et que vous voyez qu'en 3 secondes, vous obtenez votre crayonné et que là, vous allez galérer pendant des heures pour faire plein de jolies images, mais qui ne sont pas ce que vous souhaitez, c'est pénible. Alors, je l'utilise aussi parfois pour des idées. Je peux donner des... Alors, je ne sais plus quel était le prompt là. Je crois que j'avais demandé une Marianne. Et le prompt, c'est la commande. La commande, oui. C'est un peu comme sous DOS quand enfin, on tapait à l'époque des commandes. Ouais, c'est des commandes. Le prompteur, que disait le président. Et donc, j'avais demandé une Marianne et il m'a généré ça à l'époque. J'ai trouvé ça intéressant. Je l'ai gardé parce qu'on dirait en même temps qu'elle se tient la tête. Et j'ai trouvé à l'époque que ça pouvait être très utile pour trouver des idées de dessin sans utiliser vraiment le machin. Ce qui nourrit aussi beaucoup les intelligences artificielles, puisque je vous ai dit que comme il ne comprend rien à ce qu'il fait, mais qu'il va prendre des milliards d'images, il va les combiner, il va essayer de trouver des patterns, des motifs. Des modèles, des motifs. Voilà, par exemple, si je demande une main, il va regarder plusieurs mains, il va dire, bon, une main, ça a l'air de ressembler à ça. Mais il ne sait pas s'il y a 5 ou 6 doigts. Il sait qu'en général, il y a 5 machins qui dépassent. Et ces intelligences artificielles sont effectivement entraînées par des humains. Donc, on va lui montrer des oranges et puis l'intelligence artificielle va dire est-ce que c'est un chat? Non, c'est une orange. Voilà. Et donc, ce qui nourrissent aussi beaucoup les intelligences artificielles, c'est nous. Quand on rentre on va cliquer sur est-ce que c'est une bouche d'incendie ou un passage piéton, on les nourrit. Les gens qui nous proposent de reconnaître le robot, en fait, proposent leur service aux vendeurs d'intelligence artificielle. Donc après, je me suis amusé à créer plein de trucs. Alors, je ne vous donnerai pas les noms, mais j'ai mélangé plein d'artistes célèbres, copyrightés, pour faire ces images. Alors, je ne sais pas si vous allez les reconnaître, mais ça m'étonnerait. Donc, vous pouvez créer avec plusieurs artistes célèbres. Quand vous dites artiste, c'est-à-dire des images d'artistes célèbres. Vous avez été chercher des images déjà connues, très connues. Même pas. Même pas. Même pas. J'ai tapé le nom. J'ai demandé, par exemple, une femme qui danse, fait par un tel, un tel, un tel et un tel, en même temps. Okay. Il me génère ce truc. Alors j'ai pris des artistes qui, genre, je ne vais pas les citer, des artistes, j'ai le droit ou pas? Alors j'ai demandé Craig Mullins, Greg Rutlowski, qui sont assez mécontents de se faire piller par des gens qui utilisent Midjourney. Et j'ai peut-être utilisé aussi Pollock pour les tâches. Et je peux obtenir ce genre de choses. On a vu passer encore un modèle que vous aimez particulièrement. Oui, oui, on le reconnaît. Même comme ça, on le reconnaît. Voilà, donc c'était. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut faire un truc sur l'épisode des Gilets jaunes avec le. Ah ouais, bon. Non, mais c'est très. En plus, ça donne du sens. Voilà, c'est à ça que je veux en venir. C'est qu'on peut donner du sens, mais sans vraiment comprendre ce qu'on fait et écrire le scénario après coup. Voilà. C'est l'inverse du boulot d'illustrateur qui part du texte et qui va essayer de soit le suivre, soit le prendre à contre-pied. Alors on a à peu près une idée, on fait des images et après on reconstruit Je pense que les gens qui font la BD ont aussi utilisé cette méthode. Il y a une espèce d'aller-retour permanent.
Ok, on a vu suffisamment d'images pour essayer maintenant peut-être, à moins que vous en ayez encore une à nous montrer, et sinon nous filons chez Daniel Gossens qui a travaillé sur le fond des choses pour nous expliquer un peu comment tout cela fonctionne à la base. Daniel, oui, je vous vois, Daniel. Et je ne vous entends pas en revanche. Ça y est, un peu mieux. C'est bon ? Parfait. Alors, vous avez vu ce que Alexandre Roanne nous a présenté. Vous, ça fait quand même quelques décennies que vous travaillez sur l'intelligence artificielle. Et vous voyez désormais, enfin depuis quelques années, se construire tout cela. Vous aviez pressenti qu'on pourrait arriver un jour à ce genre de choses ? Non, pas, pas avant 2005, 6, 7, 8, 9, 10 environ, hein. C'est-à-dire la grande explosion des grands volumes de données et de l'apprentissage profond. Mais comme disait l'illustrateur, ce sont des tonnes d'images précompilées, des téraoctets d'images qui sont mélangées. Donc, effectivement, comme il dit, il n'y a pas de compréhension là-dedans. Le programme ne sait pas ce qu'il fait. Donc, c'est très loin de l'activité d'un dessinateur. Moi, mon domaine, c'est pas vraiment celui-là. En intelligence artificielle, je travaille sur la modélisation d'aspects de la compréhension. Et par contre, je regarde ces évolutions on est passé dans les années 90, ensuite dans les années 2000, à quelque chose d'extraordinaire quand même. Les grands volumes de données ont fait que la machine a pu reconnaître de la parole de façon fiable. Hein, on a tous utilisé Siri ou d'autres programmes, et on voit que quand on parle avec une voix quelconque, multilocuteur, etc., le programme réussit à transformer ça en texte. Donc ça, c'est des exploits extraordinaires. Et désormais l'inverse, puisque Le Monde a sorti sa matinale du Monde il y a peu, quelques semaines, où on passe du texte to speech, c'est-à-dire que vous pouvez écouter les articles le matin et il n'y a personne qui les lit. C'est la machine. Et que je vous assure que quand vous entendez les articles lus, vous avez l'impression que ce sont des acteurs très compétents qui vous donnent beaucoup de sens à ce qu'ils sont en train de lire. Et c'est la machine. On a l'impression que c'est des humains. Ouais. La synthèse de la parole, donc pas l'analyse, mais la synthèse a fait des progrès absolument extraordinaires. On dirait une personne qui parle. La prosodie, tous ces machins-là qui n'étaient pas facilement maîtrisés à une époque, maintenant, c'est stupéfiant. Est-ce que ça vous donne le sentiment, Daniel Gossens, vous qui êtes à la fois un homme d'image qui les crée avec du papier et un crayon il y a déjà fort longtemps, excusez-moi, vous n'êtes pas si âgé, mais quand même ça fait un moment que vous travaillez, et en l'occurrence, de voir les progrès réalisés, est-ce que vous pensez qu'on va aller encore plus loin que ce qu'on vient de voir ? Alors, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Par exemple, on a vu DALL-E. Là. Je sais que, je crois, il confirmera. Moi, je m'en sers peu de ces trucs-là parce que ça ne m'intéresse pas. Je préfère dessiner à la main. Mais DALL-E, il faut s'inscrire à l'avance. C'est vraiment lourd. On a un certain nombre d'images gratuites possibles. Et puis ensuite, il faut payer, etc. Ils ont fait un truc qui s'appelle Crayon. Peut-être que aussi ça, l'illustrateur a déjà utilisé Crayon. Vous avez déjà utilisé, un peu Alexandre ? simplifié. Et là, tout le monde peut s'en servir. Le Tintin était fait par Crayon, c'est ça ? Oui. Ok. Ouais. Voilà, donc Tintin, moi, on on m'a a dit montré Tintin, tous ces mince. trucs-là, j'ai regardé. Et c'est pas terrible pour un dessinateur parce qu'on a des besoins, des envies extrêmement précises et surtout liées à une compréhension. On veut vraiment mettre en scène des personnages, on veut qu'ils se comportent d'une certaine manière. Alors bon, pour un illustrateur, c'était plus simple de taper des mots-clés et puis de dire, bon, fais-moi une sorte de mélange d'images avec des filtres numériques, avec que sais-je, etc. Et puis, je m'en servirai, c'est une illustration isolée. Par contre, pour faire une histoire, avec de la narration, avec des choses comme ça, non, on en est très loin. Et ce qui fait qu'on ne va pas déboucher dans 5 ans, 10 ans sur quelque chose de formidable, c'est vraiment le problème de modéliser, de maîtriser notre compréhension. C'est vraiment quelque chose de terriblement compliqué et sophistiqué, notre compréhension. Et on en est encore à des années-lumière.
Donc pour l'instant, là, ce que les réseaux de neurones et les grands volumes de données ont réussi à faire, avec l'apprentissage profond et les techniques plus récentes qui consistent à modéliser des mécanismes d'attention. Grosso modo, on prend des réseaux de neurones formels et on les agence avec notre intelligence de façon à ce qu'ils puissent traiter des aspects un peu plus subtils que ce qu'ils faisaient avant dans les données, dans les immenses volumes de données. Donc vous avez des téraoctets d'images, vous avez des réseaux de neurones qui ont appris à distinguer des formes dans les images, qui les isolent, qui les recombinent, qui les lissent, qui les mélangent avec des filtres numériques. Moi, je ne connais pas tous les secrets de ces trucs-là, hein, puisqu'ils ne sont pas vraiment documentés. Quand on cherche sur Internet, on trouve des papiers qui décrivent les grands principes, par exemple les mécanismes d'attention entre les réseaux de neurones, mais on ne trouve pas les secrets derniers, industriels, que les boîtes, j'imagine, protègent. Mais il n'y a pas de miracle quand même derrière. Il n'y a pas de modélisation d'un raisonnement humain ou d'une compréhension humaine. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas ou il n'y a pas encore? Il y aura un jour, sûrement, mais à mon avis, on sera tous morts. Et moi, je parie énormément de choses sur le fait qu'on sera tous morts, là, même ceux qui ont 2 ans actuellement, avant qu'on ait enfin compris comment fonctionne notre compréhension. Alors, comprendre la compréhension, c'est déjà une mise en abîme, mais on en est très loin. Ça, c'est vraiment mon domaine, par contre. J'ai conversé longtemps avec GPT-3. J'imagine que vous avez entendu parler de ces agents d'intelligence artificielle qui font des conversations. Non, allez-y. Eh ben, alors, il y en a. Et alors, il y en a un qui est online sur Internet, ça vaut le coup, il s'appelle GPT-3, donc GPT-3, vous tapez ça sur Internet. Vous allez, au bout d'un certain temps, vous retrouver à devoir construire un compte, comme d'habitude, sur un site, et puis ensuite, vous aurez une boîte de dialogue avec GPT-3, c'est en anglais, vous essayez de converser avec. C'est stupéfiant. Quand on converse avec d'une façon mondaine, c'est-à-dire sans être précis, on a l'impression d'être devant un humain. On a l'impression qu'il a du sens commun, etc. GPT-3, c'est aussi des téraoctets de conversations compilés. Et l'ordinateur regarde dans la phrase que vous tapez les mots-clés, va chercher des conversations qui sont plus fréquemment associées à ces mots-clés et vous les balance en les mélangeant pareil. Et puis ça donne l'illusion vraiment d'une conversation comme si on était dans un cocktail et tout ça. Et puis quand on essaie de piéger avec des phrases qui nécessitent du sens commun de très très bas niveau, extrêmement simples, des questions très banales, hein, du genre qu'est-ce qu'un triangle qui a 2 côtés parallèles? GPT-3 va répondre c'est un triangle isocèle. Alors évidemment, il aura confondu avec 2 côtés égaux, mais c'est pas qu'il a confondu. Parce que je rassure tout le public, hein, un triangle avec 2 côtés parallèles, ça n'existe pas, vous me rassurez aussi. Hein. Voilà. Nous, on a notre compréhension qui se débrouille sans problème avec ce genre de petits pièges absurdes. GPT-3, il peut pas. Lui, il fouille dans sa base de connaissances, de conversations et de phrases. Donc finalement, il n'a pas la réponse. C'est une figure impossible parce que c'était pas dans sa base. Et du coup, il en trouve une qui se rapproche quand même. C'est triangle isocèle. Alors, il faut remplacer parallèle par égal. Tant pis, c'est pas grave. Et il la balance. Il n'a pas du tout de compréhension. Et on peut le piéger comme ça avec absolument tout ce qui est de très très bas niveau, très proche de notre intuition, mais qui est légèrement décalé ou légèrement absurde. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se retrouver dans une base de conversation préenregistrée. Et l'absurde, vous en connaissez un rayon, il ne suffit de lire vos bandes dessinées, Daniel Gossens, pour savoir où nous allons. Je ne sais pas si nous avons Marc-Antoine Mathieu avec nous, mais juste avant de l'interroger, peut-être pourriez-vous, chers amis, nous montrer un exemple de bande dessinée, ou en tout cas de production réalisée avec 3 images que nous avons sélectionnées pour vous qui êtes dans la salle ou derrière votre écran. Alors, voici Summer Island number 1, Auguste, 7 August 2020.
22, et qui est une image, nous dit-on, générée par l'intelligence artificielle. Celle-ci, visiblement, on a pris le temps et on obtient quelque chose qui est tout à fait respectable comme travail. On disait bande dessinée parce que nous allons voir ensuite donc, une autre image où, vous voyez, on commence à avoir, façon comics, évidemment, puisque la chose a été travaillée chez les anglo-saxons, mais franchement, il y a des comics qui paraissent aujourd'hui en France où ce genre d'image est tout à fait adéquate. Alors, je ne sais pas si le récit se tient, je n'ai pas lu l'histoire en elle-même, mais cette planche ou la suivante, peut-être, vous voyez, on a une approche de ce que pourrait être une bande dessinée dont on me dit, je n'ose le croire, qu'elle a été entièrement générée, entièrement fabriquée par l'intelligence artificielle. Alexandre, vous vouliez commenter quelque chose? Oui, je voulais montrer une image sur l'écran tirée de la BD. Voilà, cette image-là est tirée de la BD. Et en fait, j'ai un peu lu ce qu'ils ont fait, j'avoue. Et par exemple, j'ai réussi à refaire une image qui ressemblait à ça, avec du texte. Le texte dit, moi j'ai mis Apollo 11 Launch by IC. JC. Ouais. Vous arrivez parce que moi j'ai. Ian voilà. Decker. Oui, j'ai pas mes lunettes. Olive Green and. Et j'ai mis la palette de couleurs. Okay. Blue, Triton, Octane Render. Octane Render, c'est un rendu 3D, un moteur de rendu 3D. Donc, ce qui est sympa avec ce genre de prompt, c'est que vous pouvez dire façon aquarelle, façon Léonard de Vinci ou façon 3D, Unreal Engine, Octane Render. Il faut un peu les connaître. Enfin, c'est le genre de choses à faire que si vous avez une bonne culture graphique et une bonne culture de l'art, vous pouvez créer des images en mélangeant justement ce genre de paramètres. En fait, le pinceau n'est pas ce que vous utilisez avec des couleurs et la main. Le pinceau, c'est votre connaissance de l'art. Voilà quelque chose d'intéressant comme précision. Donc, oui, Daniel Gossens nous a dit qu'il avait peu d'angoisse à voir venir quelque chose de réellement formidable d'ici un moment. Quand on voit ça, on peut quand même se poser des questions. Marc-Antoine Mathieu, je ne sais si vous êtes avec nous. Si vous êtes avec nous, oui, bonjour Marc-Antoine. Vous êtes passionné d'intelligence artificielle et vos derniers ouvrages en témoignent. Par exemple, qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans ce champ d'investigation, et notamment, peut-être, en ce qui concerne les images? Je crains que nous n'ayons une image fixe. Je ne sais si elle est générée de manière artificielle. Marc-Antoine, êtes-vous là? On l'a pas? Problème de réseau. On essaye de se reconnecter avec Marc-Antoine Mathieu. Christelle Pécou, quelles sont justement les questions qui ont émergé ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années auprès des personnes avec qui vous travaillez? Alors déjà, je pense que chez les illustrateurs et auteurs de bande dessinée en général, il y a eu pas mal de peur au début, puisqu'on a quand même vu qu'en moins de 3-4 mois, par exemple, l'application Midjourney a fait des progrès absolument terribles. Enfin, en tout cas qu'on peut considérer comme terrible, parce qu'effectivement, elle apprend extrêmement vite, elle est nourrie aussi quotidiennement par des milliers d'images. Donc c'est vrai qu'il y a un apprentissage... Et ce n'est pas la seule. Je veux dire par là qu'il y a un écosystème de l'intelligence artificielle sur l'image, sur l'illustration, qui est désormais très développé. Daniel Gossens, en bon français, disait DAL-E. Les anglo-saxons ont fait preuve de subtilité, puisqu'ils disent DALI. Voilà. Évidemment, comme le peintre. Et il y en a comme ça un certain nombre désormais utilisés dans le monde entier. Donc, quelle question ça se pose? Alors, du coup, pour les auteurs, c'est vont-ils disparaître?
Et puis surtout, ces images, quand elles sont générées, en fait, qui en est propriétaire, à qui appartiennent les droits justement de ces images. Est-ce que nous pouvons les réutiliser? Enfin voilà, toutes ces questions en tout cas sont parmi nous. Un outil qui peut faire peur, mais un outil aussi comment l'utiliser. Voilà. Ce sont les perspectives qu'on aimerait avoir aussi dans nos métiers, en tout cas. Alexandra Bensamoun, est-ce qu'on a déjà une réponse en ce qui concerne les auteurs de ces images? Est-ce qu'on peut les qualifier? Alors, vous donner une réponse assurée, je ne serais pas une vraie juriste si je vous donnais une réponse certaine dès à présent. Juste peut-être revenir sur un certain nombre d'affirmations ici qui ont été dites. D'abord, il y a eu beaucoup de buzz autour de l'intelligence artificielle et de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les arts graphiques et plastiques, et pas que. Vous avez vu Edmond de Bellamy, qui a été vendu à plus de 400 000 $ chez Christie's aux enchères, qui serait une œuvre générée par une intelligence artificielle. Vous avez peut-être pris connaissance de The Next Rembrandt, donc un portrait fait à la manière du peintre hollandais. En matière de musique, c'est pareil. Peut-être avez-vous entendu Dadiscar à la manière des Beatles. Donc il y a beaucoup comme ça de projets et de buzz qui sont faits autour de ces projets. Il suffit d'aller d'ailleurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour trouver sur Twitter un nombre incroyable de gens qui génèrent tous les jours des images. Voilà, ou qui disent générer des œuvres d'art. C'est ce que je veux vous dire. C'est-à-dire que Edmond de Bellamy, comme The Next Rembrandt, comme Dadiscar, en réalité, sont des œuvres qui sont générées par des personnes humaines avec l'aide d'un outil qui est un outil très, très avancé. En effet, c'est plus un burin, c'est plus un pinceau, c'est une intelligence artificielle. Mais incontestablement, ici, on a des humains, on a des auteurs qui sont identifiés pour avoir beaucoup travaillé avec notamment François Pachet, en tout cas beaucoup échangé avec lui, et notamment il est avec Benoît Carré à l'origine de Dadiscar. Il y a des humains, il y a des auteurs ici. À vous entendre, c'est une étape de plus. Nombre d'illustrateurs ou d'auteurs de bande dessinée ont laissé tomber il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années le crayon pour passer à la palette graphique, par exemple. Et je connais des auteurs de bande dessinée qui n'ont finalement, après leurs études, plus jamais touché un crayon pour dessiner. Ce serait un pas de plus, c'est-à-dire qu'on franchit une nouvelle étape sur la manière dont on réalise des images, mais qui sont des images que nous produisons, que l'auteur produit toujours. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une véritable intervention humaine dans ces créations dont je parle, qui est qualifiable au sens juridique du terme et qui nous permet d'obtenir la qualification d'auteur. Donc, les œuvres qui ont fait le plus de bruit, celles qui sont le plus exploitées, celles qui ont une vraie visibilité, celles qui sont peut-être exploitables aussi, eh bien, il y a des auteurs derrière. Je pose quand même une question. Oui, Christelle, allez-y. Mais quid quand justement l'application, le programme, est par exemple, est fait par exemple aux États-Unis, par exemple, où justement les droits ne sont pas du tout les mêmes, et par exemple où le programme dit ce sont nous les propriétaires. Enfin, je pense que Alexandre justement voulait compléter là-dessus. En fait, sans des sociétés qui vont chaluter, comme on a dit tout à l'heure, tous ces œuvres, le modèle n'est pas du tout performant. Chaluter, c'est-à-dire le fameux mining, c'est-à-dire aller chercher partout dans les bases de données, dans le big data, les miner, aller trouver des images qui vont nourrir et nourrir encore le programme pour qu'il produise des images. Voilà, et parmi ces données, il y a pour le dessin, mais la musique c'est pareil, vous allez récupérer des œuvres qui sont soumises à droit d'auteur. Voilà. Vous pouvez le faire pourquoi? Parce que vous êtes une société de recherche. Je fais de la recherche. Lion B5, par exemple, qui a une collection de 5 milliards d'URL d'images de textes descriptifs, est payé par Stable Diffusion, qui lui est une société privée. Donc on a des sociétés privées qui vont lever $1 milliard. Stable Diffusion a levé $1 milliard, je crois, il n'y a pas longtemps, qui va utiliser Lion B5, qui va utiliser aussi Lion, qui est une collection d'ensemble d'images où il a récupéré sur Internet toute sa base brute
C'est pour ça que je parle de chalutage. Vous voulez en fait 4 sardines et vous allez choper des baleines, des dauphins. Si moi j'utilisais une des images que ces gens ont chaluté pour rendre leur modèle performant, j'irais en prison en 2 secondes, parce que même dans mon blog personnel, je prendrais des seins de Goussen, je lui dis ouais, c'est... Alexandra Bensamoun. Peut-être on va juste un petit peu recadrer juridiquement les choses. On est passé du sujet de l'output, c'est-à-dire de la qualification du sortant, vers le sujet de l'input, la qualification des entrants pour nourrir l'intelligence artificielle. La réponse n'est pas la même suivant là où on se trouve juridiquement. Alors, on peut prendre les 2 pistes. J'allais venir. Allez-y. Alors, sur l'output, puisque c'était la première question qui m'avait été posée, et donc j'essaye d'orienter un tout petit peu. Pour beaucoup des œuvres qui sont vraiment des réalisations performantes, j'aime pas dire ça, mais exploitables, vous voyez, eh bien, en réalité, l'intelligence artificielle est un outil. Il est un outil ultra performant entre les mains d'un auteur, d'un créateur. J'ajoute à cela une jurisprudence qui est fort ancienne en droit, qui est qu'il y a une distinction entre la main et l'esprit humain. On n'est pas obligé de mettre la main pour être qualifié d'auteur. C'est une affaire célèbre, Guinaud, Renoir. Renoir, à la fin de sa vie, était pétri de rhumatisme, ne pouvait plus créer lui-même avec ses mains. Il avait un élève qui créait sous ses ordres, sous sa dictée, et qui contribuait également à l'œuvre. Et dans cette affaire, les 2 ont été reconnus comme des auteurs, Renoir n'étant pas intervenu de ses mains. Donc le fait qu'on utilise un outil ultra performant et qu'on n'utilise pas un pinceau, eh bien, ça n'empêche pas la qualification d'auteur. Donc ça, voilà, ça paraît être des choses, des évidences. Excusez-moi, je reste sur l'output, comme vous dites, c'est-à-dire sur ce qui crée à partir de la base. Vous dites ce sont des auteurs, et donc ils sont, à ce titre, ils dépendent de toutes les lois, règles, protections qui régissent le droit d'auteur. Soyez assurés que quand j'ai voulu utiliser The Next Rembrandt, j'ai eu l'autorisation pour un colloque, mais pas pour une publication sous forme de livre. Donc oui, il y a des droits sur The Next Rembrandt. Alors après, on peut raisonner aussi de manière beaucoup plus prospective. Donc pour le moment, ces créations exploitables, il y a des auteurs. Mais, et c'est aussi la frontière qui sera très, très mouvante et très difficile à identifier, entre les créations assistées par une IA, où là, l'IA n'est qu'un outil, et donc on n'aura pas de problème de qualification, et ce qu'on appelle dans le grand public les créations générées par une IA, et qui pour le moment sont quand même pas d'une qualité remettant en cause tout l'art de la personne humaine. Voilà, ah oui, pour le moment. On en voit quand même désormais sur les réseaux sociaux des choses qui sont assez troublantes et qui partent évidemment d'une photo qui, elle, a un auteur, par exemple, et à qui on dit à la manière de... Alors, à la manière de Vinci, je suppose qu'enfin... c'est dans le domaine public depuis un moment, sans doute, mais à la manière de quelqu'un de vivant, on a à la fois le créateur de la photo, on a l'auteur vivant qui avait une patte, une marque, la machine passe par là. Le problème, c'est qu'à la manière de, la patte, ça n'est pas protégé par le droit d'auteur. Le droit d'auteur protège une forme, l'expression d'une forme qui reflète la personnalité d'un auteur, d'une personne physique. Donc, faire quelque chose à la manière d'eux, le droit dispose de tout un arsenal pour essayer d'éviter, c'est la concurrence déloyale, le parasitisme, donc des mécanismes de droit commun qui pourraient peut-être venir en aide à un auteur qui serait comme ça parasité. Mais ce n'est pas le droit d'auteur qui va empêcher la création à la manière d'eux. En tout cas, pas forcément. Parce que pour porter atteinte au droit d'auteur, il faut reprendre la forme, il faut reprendre l'expression. Il ne faut pas juste des idées. C'est pas juste je reprends l'idée de tel ou tel artiste. Et puis, parce que si on permettait que le droit d'auteur approprie les idées, alors ce serait un problème pour les créateurs eux-mêmes. Ils ne pourraient plus créer eux-mêmes, ils seraient paralysés dans leur création. Donc l'idée n'est pas protégée par le droit d'auteur. Créer à la manière d'eux n'entraîne pas le dispositif du droit d'auteur. Et là, on a basculé sur le input. Donc là, on est sur l'input, sur le sortant. Alors,
Si je me projette et que je dis, et j'aime beaucoup ce qu'a dit Daniel, hein, quand il a dit on est à des années-lumière. C'est vrai, on est à des années-lumière de l'intelligence artificielle forte. Pour le moment, on a une intelligence artificielle faible qui n'est pas consciente, hein, qui ne sait pas apprécier le résultat, qui ne comprend pas. C'est pour ça qu'on a des doigts démesurés, c'est pour ça qu'on a, par exemple, parfois un cookie qui est identifié comme un chien, comme un chihuahua, bon, parce que l'intelligence artificielle ne comprend pas nécessairement ce qu'elle fait ou ce qu'elle voit. Mais il n'empêche que... de plus en plus, les créations qui sont réalisées sont performantes. Alors, est-ce qu'elles sont complètement générées ou pas par une IA? Ça dépend, hein, ça dépend vraiment. Moi, les œuvres qui ont fait le buzz, qui ont été vendues chez Christie's, etc., non. Ça, c'est certain. Maintenant, celle-là, oui. Alors, est-ce qu'elle fera le buzz? Est-ce qu'elle sera vendue chez Christie's? Je vous le souhaite, Alexandre. Mais... Non, mais en fait, je l'ai fait exprès pour ce soir, pour vous montrer que sans avoir... copier sans honte les dessins de Van Gogh. J'aurais jamais pu faire un acteur célèbre avec son style. Surtout que là, vous avez repris l'autoportrait bleu, qui est mon portrait préféré de Van Gogh. Je vous jure que j'ai fait le minimum de boulot pour montrer que... Et on bascule. Et on bascule. Et on bascule sur les entrants. C'est-à-dire que il y a plusieurs techniques d'intelligence artificielle et celle dont on parle de plus en plus et dont nous a parlé aussi Daniel avec ce tournant dans les années 2007-2010, c'est il y a plusieurs écoles en fait en intelligence artificielle et on a basculé dans une école qui n'avait pas le vent en poupe avant et qui n'avait pas réussi à bien décoller et pour une raison très simple, c'est que c'est une école qui se fonde sur l'apprentissage. Et pour que il puisse y avoir... Je dis peut-être bêtise, c'est le fameux deep learning. Alors, une des manifestations de l'apprentissage, c'est le machine learning, et dans sa version la plus évoluée, le deep learning, l'apprentissage profond. Et comme nous a dit Daniel, ça fonctionne comme un réseau de neurones. Mais alors, un réseau très... comment dire, ça n'a rien à voir avec le cerveau humain. Hein. Le cerveau humain, comme il nous a dit, on est à des années-lumière de le décrypter pour le moment. Et j'aimerais bien voir, moi, un jour, une intelligence artificielle forte, mais je suis persuadée qu'on n'en verra pas. Ces intelligences artificielles-là, ces systèmes d'intelligence artificielle, comme nous dit maintenant l'Union européenne, justement pour ne pas cette tendance à la personnification, comme si ça allait être un être, une personne demain, ça non. Je crois les régulateurs européens comme internationaux ont dit non, on arrête de. C'est pas encore Frankenstein, c'est pas le golem, c'est pas voilà, c'est encore l'IA faible, mais il y a cette école qui vraiment a pris de plus en plus d'importance, qui donne des résultats incroyables. Vous voyez, c'est même pas la peine de fantasmer pour voir que les résultats produits par l'IA aujourd'hui sont absolument incroyables. Et donc, le programme est nourri. Il est nourri. C'est justement, on revient au input, il est nourri d'œuvres qui ont des auteurs. Voilà, il est nourri. Il est nourri d'œuvres, il est nourri de données, il est nourri de beaucoup de choses. Mais parmi ces données, il peut y avoir des données œuvres. Ça, c'est une question, autant l'output. C'est une question à laquelle on réfléchit encore. La qualification de l'output, au niveau de l'Union européenne, on n'a pas encore pris position sur comment on va qualifier, qui va être titulaire des droits. Il y a plusieurs options possibles. On les a mises sur la table, nous, au CSPLA, pour le ministère de la Culture. CSPLA, qui est le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, une instance qui conseille le ministère de la Culture, et notamment qui se charge, essaye de répondre à ces questions posées en termes de droits d'auteur et droits voisins par l'essor de la toile, je cite, et du numérique. Voilà, donc on est au cœur. Vous citez quoi ? Je cite la définition. Le site du ministère de la Culture. Bon, c'est très bien dit. Voilà, c'est une instance qui conseille en effet le ministre de la Culture sur les évolutions, qui est missionné et qui ensuite remet des rapports pour expliquer. Alors il y a des rapports qui sont très prospectifs, comme IA et Culture, où là, c'était vraiment pour faire un état des lieux de toutes les solutions juridiques qui pourraient s'appliquer. Et puis ensuite, il y aura un choix politique à faire. Et ce choix politique, il ne sera pas fait en France, il sera fait. On a compris que vous situiez la question au niveau européen. Bien sûr, parce qu'on est dans l'Union et que la propriété littéraire et artistique est quand même beaucoup réglementée par l'Union européenne. Mais en revanche, l'étape amont,
les inputs, ça a été réglementé par l'Union européenne dans une directive de 2019, qui est la directive, par son petit nom anglais, Digital Single Market, qui a été transposée en droit français. Et c'est ce qu'on appelle les exceptions de text and data mining ou de fouille de texte et de données. L'Union européenne a fait le choix de suspendre l'application du monopole pour nourrir ces systèmes apprenants. Alors, c'est pas du tout un blanc-seing, c'est pas du tout vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a 2 exceptions, elles sont très bien délimitées. Il y a une exception au bénéfice de l'enseignement, de la recherche, et de la recherche publique principalement pour nous. Et là, en réalité, c'est une demande des chercheurs en sciences dures, comme Daniel Gossans, qui a besoin en fait, de miner des contenus pour travailler les traitements de langage naturel. Voilà. Pour que Siri soit performant, il faut avoir nourri Siri. Donc, il y avait cette demande des chercheurs, et donc il y a une exception dans le cadre strict de la recherche, par certaines institutions que sont les universités, les instituts de recherche. Donc ça, c'est très cadré. Et puis après, il y a une autre exception qui a été mise en place, qui là est l'exception un peu usage de l'IA. C'est-à-dire que l'Union européenne a fait le choix d'adopter une exception très large pour tous les usages, autorisant donc l'ingestion, je dirais, d'œuvres protégées par le droit d'auteur par une intelligence artificielle, pour qu'elle soit donc minée, c'est-à-dire pour qu'on en tire les caractéristiques. Elle n'est pas reproduite pour elle-même, elle est reproduite pour qu'on en tire des caractéristiques, et on ne la reconnaît pas dans le sortant. Donc c'est vraiment que l'amont. Sauf que cette exception, elle était tellement large pour tous les usages, y compris commerciaux, qu'il fallait quand même à un moment la réduire, parce que sinon c'était un peu réduire à néant le droit d'auteur. Oui, on nourrit finalement la machine avec des œuvres qui, elles, sont protégées par le droit d'auteur. Et si en aval, la solution, elle est commerciale, par exemple, je m'abonne, je paye pour m'abonner et pour pouvoir créer, il n'y a aucune raison qu'on suspende l'application du droit d'auteur en amont, mais qu'on laisse l'application du droit d'auteur pour les gros acteurs en aval. Je veux dire, c'était absolument Et là, illogique. on retrouve l'exemple que vous donniez, effectivement, Alexandre Rohan, de ces sociétés qui, elles, se nourrissent gratuitement et vous font payer derrière. C'est ça. Alors, l'Union européenne a dit non, ça ne va pas être possible. Et donc, elle a mis en place une possibilité d'opt-out. C'est-à-dire que les auteurs ont la possibilité de dire « moi, je refuse d'être miné. Mon contenu, le voilà, ça c'est mon contenu. » Alors, il y a plein de façons de le faire, soit par des métadonnées directement sur l'œuvre numérique, soit par des solutions externes de type DOM, soit par des API, soit par... voilà, il y a plein de solutions pour faire ça, mais il y a cette possibilité pour les auteurs des arts graphiques et plastiques de s'opposer à être fouillés. Ce qu'on appelle en anglais l'opt-out. C'est plutôt rassurant, moi, je trouve. En fait. Oui, je trouve ça plutôt rassurant pour... les autoristes de bande dessinée, les illustrateurs, de penser que oui, effectivement, il y a une grande peur d'être pillé justement par les IA, notamment des inquiétudes au niveau des dessinateurs, enfin des illustrateurs qui viennent en plus même de décéder. On a vu le cas récemment avec le dessinateur coréen Kim Jong-gi, où il y avait justement des gens qui avaient dessiné, qui avaient demandé à l'IA de dessiner à sa façon, et ça avait choqué beaucoup de monde. Donc oui, je pense que effectivement, ça peut être rassurant si on peut être retiré de ce minage des IA. Après, il faudra savoir comment le faire. Ça, c'est très intéressant aussi. Mais ça, effectivement, ça peut être une information d'importance. Ouais. La mise en œuvre n'est pas simple. Ouais. Alexandre Rohan. Parce qu'en fait, quand vous faites un apprentissage et que vous créez un modèle, vous mettez des mois. Stable Diffusion a dépensé entre 3 et 5 millions de dollars pour l'apprentissage de la version 1.4. La 1.5 est sortie. Et si vous voulez modifier un truc, vous pétez tout, en fait. Il faut refaire l'apprentissage, et je ne crois pas qu'ils sont prêts à ça. Par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est que Stable Diffusion 2 est sorti il y a quelques jours. Je n'ai pas encore réussi à le tester, mais ils ont enlevé tout ce qui était possibilité de droit d'auteur, il paraît. Et les gens trouvent qu'il est pourri parce qu'ils ne peuvent plus dire à la manière d'eux, ça fait juste des photos, des images. Pour cette raison.
Et c'est ignoble parce qu'il n'y a pas le talent des gens qui le pompaient avant dedans. Ah bah oui, mais quand on veut prendre le talent de certains, il n'y a pas de raison que ce soit gratuit, le talent. Oui, parce que comme c'est des patterns, il va utiliser la mise en scène du bonhomme, les couleurs, la manière dont il va mettre le pinceau. Et quand vous enlevez tout ça, vous avez les Tintins que je vous ai présentés. Voilà. Mais par contre, ils ont rajouté une option qui facilite l'apprentissage. Ça veut dire avec 20-30 images, vous pouvez scanner, prendre des photos de votre sœur ou de votre chien ou d'un objet et le faire apprendre à votre intelligence artificielle et le régénérer. Mais pareil avec un style, vous pouvez prendre vos planches de Tintin, les scanner et je ne sais pas comment il va faire ensuite pour... On va éviter la planche de Tintin, parce que je pense que c'est particulièrement... Des planches de Goossens, et puis... ouais, contentieux, vous voulez dire contentieux, oui. C'est ça. Et, évidemment, mais... ça pose quand même un problème. Oui, ça pose quand même un problème. Moi, ce que j'ai entendu, ça me fait rebondir, pardon, excusez-moi, mais je vois... Enfin, moi, je suis contactée... c'est régulièrement par les milieux des startups, justement, sur ces questions. Et je vois poindre l'idée de créer comme ça des programmes génératifs, mais respectueux du droit d'auteur en amont. C'est-à-dire demandant l'autorisation des titulaires de droit en amont pour pouvoir utiliser leurs œuvres et permettre la génération d'un output sur lequel il pourrait y avoir un paiement des auteurs ingérés. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Donc l'idée est en train de faire son chemin, même au sein des startups, pour se dire, est-ce qu'on essaye de créer une solution vertueuse? Parce que là, on voit que certains se disent, oulala, au niveau européen, ça va pas, ça va... Donc on va retirer tout ce qui est sous droit. Bon, le résultat, du coup, comme vous dites, n'est pas à la hauteur. Mais est-ce qu'au lieu de faire ça, on ne pourrait pas juste, finalement, trouver des solutions vertueuses? Et c'est pas anormal. Hein, dans le monde physique, quand on utilise la création de quelqu'un, on le rémunère. D'accord, pour notre écosystème européen, français et européen. Mais on vient de le voir, toutes ces images, elles font le tour du monde sur la toile en permanence. Quid, y a-t-il des discussions avec les États-Unis, avec la Chine, avec les nations qui travaillent sur l'intelligence artificielle, qui créent des outils, qui génèrent des images et qui pourraient se saisir de cette abondante nourriture pour créer des images en oubliant les auteurs des images initiales? Alors avec les États-Unis, oui, il y a des discussions. Moi, quand j'avais fait le rapport, j'avais eu des échanges avec le département du commerce qui est en charge de ces questions. Donc aux États-Unis, il y a des échanges très clairs. Et il ne faut pas oublier que les États-Unis sont membres de la Convention de Berne, qui est la convention internationale, la première convention internationale qui protège le droit d'auteur. Donc, certes, il y a certaines solutions qui ne sont pas les mêmes que chez nous, mais quand même, on n'est pas des frères ennemis entre l'Europe et les États-Unis sur le droit d'auteur. Il y a des choses qui nous opposent, en effet, et ça fait l'objet, d'ailleurs, parfois de dispositions extraterritoriales au niveau européen. C'est-à-dire que parfois, on va aller chercher à imposer la norme chez eux. Par exemple, le RGPD, le règlement général à la protection des données, il y a des dispositions qui sont extraterritoriales, qui s'imposent également à eux, et vous avez vu que ça génère chez eux beaucoup de difficultés voilà, pour s'adapter. Et puis après, la question, sont des questions aussi, nous, dans notre droit national, parfois on essaye de mettre des dispositions qui sont d'ordre public et qui s'imposent, y compris à l'étranger, voyez. Bon, le reste étant des questions de droit international privé dont je ne vais pas vous abreuver parce que sinon vous n'allez plus m'inviter. Oh, mais si, surtout vous êtes passionnante à écouter. Et peut-être y a-t-il des questions dans la salle, voire de l'autre côté de l'écran, puisqu'un chat est possible sur YouTube. Si tel est le cas, des questions dans la salle? Oui, il y a plusieurs questions. Merci de tendre le micro. Oui, dans l'ordre. C'est bon. Allez-y.
Bonjour, donc moi je suis illustrateur au départ, puis je deviens auteur de BD là actuellement. Je m'appelle Jacques Lucchino. Et ce que je retiens, et j'aimerais bien avoir votre idée là-dessus, c'est que finalement pour un auteur de BD comme moi qui a des planches à produire et un certain rythme aussi, est-ce que cette histoire, donc j'ai bien compris l'histoire d'output et d'input, est-ce que ça serait intéressant d'avoir, comme vous en parliez au début, en local, ma propre base de données qui me permet de nourrir l'intelligence artificielle avec mes propres dessins, donc avec ma propre patte, pour ensuite générer plus rapidement des images qui vont me permettre de construire ma BD beaucoup plus vite que si je dois croquer absolument tous les personnages. Parce que ça me paraît même plus intéressant que de reprendre des auteurs morts, des choses comme ça, et de perpétuer inlassablement une patte ou des styles qui ont disparu. Et du Rembrandt, bah oui, il peut continuer à peindre comme ça éternellement parce qu'on va le mettre voilà, des nouvelles œuvres en situation. Mais voilà, après, il n'y a pas de place à la nouveauté, sauf si justement des auteurs amènent quelque chose de neuf et après utilisent l'intelligence artificielle de manière adéquate. Avant une éventuelle réponse d'Alexandre Rohan ou de Christelle, parce que je pense que les auteurs sont plus à même de répondre là-dessus, votre question me rappelle l'idée, le fait que le repreneur qui a été adoubé par les éditions Dupuis pour reprendre Gaston Lagaffe a travaillé d'une manière très simple. Il s'est fait une méga base de données de toutes les images, de tous les gestes, de toutes les postures, de tous les personnages, de tous les décors de Gaston, pour pouvoir ensuite, lui, après, dessiner, mais retrouver, posant la question à sa base de données, si j'ai Mademoiselle Jeanne qui lève les yeux au ciel avec une jambe en l'air, s'il te plaît, à gauche, au fond de l'image, comment ça se passe ? Et là, il retrouve ce que faisait Franquin, par exemple. En fait, donc c'est un peu cette idée-là. Il a annoté les images comme on le fait pour qu'une intelligence artificielle apprenne. En fait, c'est une Exactement. intelligence humaine augmentée. Voilà. Vous vouliez dire, pardon, sans micro, ça passera pas par l'écran Si, on va juste reprendre le micro. Il y a eu quand même, il y a quelques temps, quelqu'un qui a justement essayé de faire ça avec des scénarios d'Alan Moore qui sont extrêmement précis, des scénarios d'Alan Moore, qui sont vraiment très précis et qui donnent beaucoup d'informations pour les dessinateurs. Et il a fait ça avec 2 intelligences artificielles, cette personne. Et c'était vraiment, donc ça donnait des photos, pas un rendu graphique. Mais en même temps, ça donnait vraiment une mise en page assez similaire à ce qui avait été fait justement par le dessinateur. Dans donc, en fait, ça peut aider. Ou dans... Oui, là, c'était pour... je crois que c'était Watchmen. Mais du coup, ça peut vraiment aider justement à faire son découpage graphique, qui est quand même le grand enjeu de la bande dessinée. Et voilà, pour l'instant, après, on en parlait tout à l'heure avec Alexandre, il faut pouvoir tourner aussi autour de sa scène, ses personnages. Il me faisait une petite démonstration en 3D sur un portrait, donc ça commence à être possible, image par image. Mais évidemment, la machine continuant à apprendre, je pense qu'effectivement bientôt ça sera fortement possible de tourner autour de sa scène. Encore faut-il évidemment générer les bons mots et les bonnes consignes. Mais oui, ça sera possible. Vous vouliez préciser ? Juste une chose par rapport à ce que vous avez dit sur Gaston Lagaffe, on voit les problèmes juridiques justement qui se posent. Oui, voilà. Complément. Et effectivement, devant vous, il y avait une question. Oui, je voulais mettre en avant un point, un parallèle intéressant, c'est l'arrivée de la photographie. À la fin du 19e siècle, beaucoup de portraitistes se sont retrouvés au chômage et beaucoup de gens ont gueulé à l'époque, mais il suffit d'appuyer sur un bouton, c'est facile. Aujourd'hui, personne ne dira que la photographie n'est pas un art, comme je pense d'ici une dizaine d'années, personne ne dira qu'utiliser de l'intelligence artificielle n'est pas un art. Et il y a toujours des portraitistes, en plus, peinture. Il y en a moins quand même. Ouais, et en plus, le législateur a ce souvenir, parce qu'il n'a pas su justement appréhender la photographie, et le droit d'auteur applicable à la photographie a évolué au fil du temps avec des critères qui justement n'étaient pas les critères classiques du droit d'auteur, parce qu'il confondait la création et le fait d'appuyer sur un bouton, croyant qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour faire une photo d'art. Et donc le législateur a le souvenir du fait qu'il s'est déjà trompé une première fois lorsqu'il a dû utiliser réglementer la technologie. Donc ça, il ne le refera pas. Il ne refera pas la même erreur. Donc le parallèle avec la photographie est très éloquent de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, il y a quelques sociétés qui doivent numéroter leurs abattis, notamment toutes les sociétés de stock photo, comme
enfin ceux qui vendent des photos, parce qu'aujourd'hui c'est très facile de générer une photo d'hommes d'affaires qui se serrent la main ou qui font une réunion et qui sont complètement intraçables. Je ne vois pas comment on pourrait le tracer, à part avec une autre intelligence artificielle qui ferait du reverse engineering pour comprendre d'où ils sont partis, mais je ne suis même pas sûr que ce soit possible. Mais je pense que Daniel Gossen c'est très optimiste sur l'intelligence humaine par rapport à l'intelligence des machines. Moi, je suis beaucoup moins optimiste. Et ce que je suis d'accord avec lui, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment ça fonctionne. Ça a beaucoup de mal à comprendre comment un modèle entraîné qui a des 512 vecteurs, enfin des espaces dans 512 dimensions, on ne comprend pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Et je pense que peut-être les Chinois ont été capables d'inventer la poudre sans savoir les réactions chimiques qui fonctionnaient avec. Juste pour vous donner un peu de background, moi je fais des images de synthèse, je fais des effets spéciaux, et ça fait longtemps que je ne crois plus les images que je vois. Mais là, on peut vraiment... Enfin, vous n'allez plus du tout croire les images que vous voyez. Plus du tout. Et bientôt les vidéos. Ça va arriver très vite. Comment ? Oui, alors, on va tout de suite reprendre Daniel Gossin. Je voulais rappeler juste, dans ADAGP, le P, c'est pour photographie. Voilà. Hein, donc on y est, et il faudra sans doute rajouter bientôt une lettre pour l'intelligence artificielle. Daniel, à vous. Oui, je voulais dire qu'effectivement, hein, ces outils de génération d'images sont fabuleux et vont vraiment être étonnants de plus en plus. Mais l'exemple de Gaston Lagaffe, il est extrêmement intéressant. Parce que Delaf est un excellent dessinateur, donc avec ces petits bouts de mains de Gaston, de tête, de pieds, etc., il a un sens commun, humain, il va être capable de les réagencer en conservant le dynamisme de Franquin. Enfin, il ne pourra pas faire son truc puisque juridiquement, ça a été attaqué. Je ne sais pas si c'est terminé, mais oui. Ah oui, d'accord, c'est en cours en tout cas, oui. Et donc, voilà ce que ne pourrait pas faire un programme d'intelligence artificielle, c'est réagencer tous ces éléments, même s'il les avait compilés dans des téraoctets d'images, les réagencer en gardant le dynamisme de Franquin. Franquin, il ne faut pas le sous-estimer, c'est un dessinateur extraordinaire qui anime des personnages qui bougent dans sa tête. Et donc, c'est de l'hyperacuité, la façon dont il positionne les yeux, le regard, les mains, l'attitude, etc. Et donc, pour avoir cette vie, ce côté vivant qu'il y a dans une bande dessinée, en particulier dans Gaston Lagaffe, il faut, à mon avis, pour encore très très longtemps, des dessinateurs excellents comme Delaf, par exemple, qui s'était mis cet objectif en tête. C'est hors de portée d'un quelconque programme d'intelligence artificielle. Par contre, les illustrations... Il y a par exemple des images de Moebius qui ont été générées, à la Moebius, qui ont été générées par ordinateur, mais de l'avis des fans de Moebius, c'est pas ça. Il y a effectivement tous les clichés qu'on voit chez Moebius, des grands ciels, des grands déserts, des gens verticaux avec des grandes capes, toutes sortes de choses. Mais il n'y a pas la précision dans le dessin de Moebius qui ravit tous les admirateurs de Moebius. Moebius, Franquin, Gossin, on est quand même là sur l'Olympe de la bande dessinée. D'autres questions dans la salle ? Des questions sur YouTube ? Pour l'instant, non. Une question, Christelle, encore ? Oui, alors du coup, pour les auteurs de bande dessinée, il y avait aussi donc la perspective. Donc, est-ce qu'on va disparaître, ou est-ce que, moi je pense que c'est plus l'apprentissage de l'outil évidemment, mais voilà, ça c'est une vraie question. En fait, l'acte de création pour un auteur de bande dessinée, pour l'instant, il y a vraiment l'harmonie de la page qu'on peut encore choisir nous-mêmes. Effectivement, Daniel Gossin s'en parlait, voilà. Mais il y a une véritable inquiétude, en tout cas, de la part des illustrateurs et des auteurs de bande dessinée. Donc, voilà, je pense qu'on peut quand même, peut-être, je ne sais pas, terminer là-dessus, ou je sais pas. Non, moi je voudrais, Stéphanie Lecap, je ne sais pas si elle est toujours avec nous, mais je pense que c'est vraiment une angoisse. Non, mais c'est une inquiétude qui est tout à fait légitime, cette question de la substitution, de la substituabilité des contenus. Voilà, et ça existe un peu déjà dans ce qu'on appelle les musiques au kilomètre.
Bon, alors évidemment, c'est pas de la grande musique, hein, mais ça peut faire le job pour certains magasins. Et donc, en effet, ça retire quelque chose à certains auteurs. Donc, la question se pose vraiment. Maintenant, c'est vrai que vous avez vu ce qu'a dit Daniel sur les capacités de l'IA. L'IA n'est pas en capacité et ne l'est pas à court terme ni à moyen terme de créer une BD comme pourrait créer comme Franquin a pu le faire ou comme lui, Daniel. Pas avec le même talent, ça. Voilà, ça, pas avec le même talent du tout et pas avec les mêmes objectifs, pas avec la même narration, pas avec rien. Enfin, je veux dire. Mais peut-être sur des produits, enfin dire des produits, je déteste le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, bas de gamme ou très très grand public mais ce qui serait formidable, au contraire, c'est que les auteurs des arts graphiques et plastiques se saisissent de la technique pour s'augmenter eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire créer une IA, mais de soi-même prendre possession d'un nouvel outil, peut-être pour travailler plus vite, pour travailler différemment, voilà, parce qu'on peut générer en effet des petites choses, un petit monde, qu'ensuite le cerveau humain est capable de s'approprier, de modifier, de réinvestir. Donc en effet, il y a un intérêt. Une substitution complète, moi, je n'y crois absolument pas. C'est un collègue à moi, qui est Gérard Berry au Collège de France, et qui disait que l'ordinateur, contrairement à l'être humain, est complètement con. Voilà. Il est pourtant data scientist, chercheur en IA, mais il est vraiment... Il y a encore des questions dans la salle. Pendant que le micro circule, je voudrais savoir si Stéphanie Lecam est encore avec nous. Quelqu'un, je lui demanderais bien... si elle dirige la Ligue des auteurs, et donc est-ce que cette question-là est aujourd'hui discutée dans l'instance que vous représentez? Oui, bien sûr, évidemment, c'est même au cœur de nos actions aujourd'hui. Je dirais qu'il y a effectivement 3 types de réactions chez les illustrateurs qu'on a pu auditionner à cet égard. La première réaction, et je rejoins Christelle, c'est d'abord une réaction de peur. C'est vraiment de se dire, mais pourquoi continuer à pratiquer ce métier difficile ? On est déjà mal reconnu, souvent mal rémunéré, c'est compliqué administrativement. Et puis là, en plus, on se prend une nouvelle vague sur la tête, il va falloir apprendre à la surfer. Donc certains nous ont carrément dit qu'ils songeaient clairement à arrêter de faire ce métier et faire autre chose. On a une deuxième réaction qui est plutôt celle que vient d'exposer Alexandra, c'est on va s'approprier ce nouveau mode de création parce que finalement, il a l'air simple en apparence. Et puis, je rejoins Daniel là-dessus, c'est que finalement, on s'y met, mais en fait, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. C'est pas si simple. Il faut se former pour comprendre, en tout cas, son mécanisme. Donc, c'est pas évident. Et puis, il y a une troisième réaction que je trouve très intéressante, c'est de dire, je vais m'en servir, mais pour faire tout le contraire de ce qu'elle me propose, cette intelligence artificielle. Je vais m'en servir pour voir justement ce qu'il faut pas faire et continuer à mettre en avant ce que je sais faire moi, ma singularité, et ce que peut-être l'intelligence n'est pas encore en mesure de faire. Et puis, on a aussi auditionné les scénaristes BD qui, eux, nous disent, au fond, moi, si ça peut être l'occasion de donner vie à un projet de scénar auquel je ne crois pas encore, en attendant éventuellement de travailler avec un illustrateur demain, pourquoi pas? Donc, il y a peut-être des voix positives, des voix moins positives, en tout cas inquiétantes, mais globalement, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a sans doute une partie des missions qui sont jusque-là confiés à des auteurs, qui sont rémunérés, qui risquent peut-être demain d'être confiés aux intelligences artificielles. Alors, je pense notamment à la communication d'entreprise, à ces travaux de graphisme qui sont peut-être plus secondaires et qui peut-être déjà actuellement ne sont pas encore rémunérés par des structures qui soit n'ont pas de budget, soit ne veulent pas en mettre. Alors peut-être effectivement c'est une voie trouvée pour celle-ci. Et on peut craindre aussi des conséquences en matière d'apprentissage. On en a parlé avec des auteurs et des autrices un peu plus anciens dans le métier qui nous ont dit mais nous on s'est farci des livres pour apprendre le geste parfait et là finalement on se questionne, est-ce que la génération qui suit pourra finalement être illustrateur sans savoir dessiner? Au fond, est-ce que c'est pas d'apprendre à prompter la bécane qu'il s'agira de faire demain? En tout cas, ça pose des questions d'apprentissage, c'est évident. Alors oui, effectivement, il faut en parler collectivement. C'est ce qu'on fait dans notre organisation syndicale. On essaye d'anticiper les problèmes, on mise sur des solutions concrètes. Par exemple, peut-être mettre en place un label d'origine avec cette distinction hyper intéressante entre assisté par une intelligence artificielle ou généré par une intelligence artificielle. Ça permettrait en tout cas
d'avoir un premier point de départ, parce qu'il y a celles et ceux qui vont tout de suite repérer que c'est bien du résultat de machine, et puis d'autres qui finalement continueront d'avoir les yeux embués et n'y verront aucune différence, et c'est peut-être pour cela que c'est plus inquiétant. Voilà ce que je voulais faire comme retour. Tout ça est passionnant, et tout ça effectivement nous dit que nous n'avons pas fini de parler de l'intelligence artificielle, de l'illustration et de l'image. Il y avait, je crois, encore quand même une, deux, peut-être questions dans la salle. Alors, allez-y, monsieur. Bonjour, donc moi je suis auteur de bande dessinée et professeur de bande dessinée, entre autres. Et il y a une question qui a peut-être été abordée, mais j'ai un moment d'absence, donc si c'est le cas, jetez-moi des pierres. Oui. Parce qu'on a beaucoup parlé, j'ai vu que vous aviez des pierres, donc n'hésitez pas. On a beaucoup parlé du dessin, de l'illustration, mais on n'a pas beaucoup parlé du scénario. Or, la bande dessinée, c'est une histoire. Et en fait, j'imagine qu'à très peu de temps, il va aussi y avoir des générateurs de scénarios. Il y en a déjà. Ah. Oui, il y en a déjà, mais alors ils ne sont pas bons. Hein. Mais c'est des humains, non? On les connaît, ils ont des noms. Pour le moment, c'est vraiment pas... C'est pas performant. D'accord, mais ça existe, mais même chose, ça va être amené à se développer. En fait, il y a plusieurs choses qui se font parallèlement. Il y a effectivement génération de scénarios à partir d'idées. Il y a génération d'articles de journaux à partir de news qui arrivent sur Google. Par exemple, là, je suis sur un site qui s'appelle Night Café et qui propose tous les jours un concours. Tu génères une image par intelligence artificielle et ensuite les gens vont voter. Ça a l'air sympa comme ça, mais en fait, le but, c'est de voir comment les humains génèrent des images quand on leur donne quand c'est l'ordinateur qui leur donne un prompt, et ensuite les humains vont voter pour les images qu'ils trouvent les meilleures. Et donc, ça permet en fait à l'intelligence artificielle de savoir ce qu'aime l'humain au niveau image, mais ils font pareil au niveau musique, ils font pareil au niveau scénario. C'est le skip, hein, c'est garder ou pas garder. Comme sur les... Comme Spotify, Deezer, ils savent exactement... Comme sur les applications de rencontres. Voilà. Exactement. Sauf que je ne suis pas sûre qu'il y ait de l'IA sur ces applications, mais... Si. Si, mais bien sûr qu'il y a de l'intelligence artificielle, pas peut-être... Oui, encore une question là. Oui, bonsoir. Une rapide question sur ce sujet qui est passionnant. On a tous ici une moyenne d'âge de plusieurs dizaines d'années de pratique professionnelle. Est-ce qu'on a un avis sur la jeunesse? Est-ce que dans les écoles d'art, il y a une appétence pour ces nouvelles palettes graphiques, ces nouveaux outils? Moi, je suis enseignante aussi en école de bande dessinée. Donc, alors, beaucoup plus en concept art pour le moment. En bande dessinée, ça commence à peine, parce que l'outil est quand même très, très, très récent. Mais oui, en concept art, ça leur fait même un petit peu peur, parce que ça se substitue à plusieurs choses. Mais on leur apprend aussi justement... illustrateur, par exemple, oui, pour des... pour du jeu vidéo, pour de l'audiovisuel en général. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça permet de faire des choses assez rapides, effectivement. Mais les professeurs leur apprennent aussi on leur apprend aussi à s'en servir comme d'une base, justement, et comme d'un outil, et à ne pas utiliser le produit tel quel, enfin en tout cas le résultat tel quel, pardon. Et voilà. Donc pour le moment, effectivement, oui, ça commence dans les écoles à arriver, effectivement. Encore une question? Oui, sur YouTube, il y a une question. Regardez la technique. Alors du coup, c'est l'utilisateur YoHuHu qui demande l'accès à l'IA doit être gratuit. Peut-on mettre son accès dans le droit public? Dans le domaine public. Ah, oula, je ne sais pas si cette question est... Pardon, mais qu'est-ce que signifie l'accès à l'IA? Je ne peux pas répondre parce que je pense que c'est accéder au logiciel... Peut-être qu'il y a des logiciels qui sont... Il y a des logiciels payants, qui sont libres d'accès, mais le logiciel en tant que tel, c'est qualifié par le droit d'œuvre de l'esprit, et donc il y a une propriété immatérielle dessus, comme il y a une propriété immatérielle sur les œuvres graphiques et plastiques, et donc il appartient aux titulaires de droit. Le droit d'auteur, ce n'est pas une obligation de faire payer, c'est une possibilité d'être rémunéré. Donc il y a en effet des solutions gratuites, souvent qui sont des solutions semi-gratuites, c'est-à-dire au début gratuites et ensuite payantes. Un hameçonnage, presque. Mais ce qui est légitime, enfin, je veux dire,
il y a de l'argent qui est mis pour développer ces solutions d'intelligence artificielle. Donc, enfin, ce ne sont pas des ONG, ce ne sont pas des associations de 1901, ce sont des start-up qui travaillent. Alors, peut-être des start-up, il y a aussi des très gros acteurs, mais il n'empêche que c'est un investissement très lourd de développer un système d'IA. Donc, il y a des droits de propriété intellectuelle sur le système lui-même. Alexandre Rohan. Il existe des solutions gratuites, c'est par exemple Stable Diffusion, mais il faut payer une bonne carte graphique. À moins de 1500-2000 euros, vous ne pouvez pas faire ça sur votre PC. Donc à un moment donné, il faut payer quelqu'un. Soit vous payez le fabricant de matériel, soit vous payez le type qui va vous aider à le faire. J'aurais tendance, alors je ne suis pas du tout spécialiste de quoi que ce soit, mais à imaginer que c'est peut-être comme dans tout l'univers du numérique, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être à un moment donné une certaine militance à vouloir offrir un outil avec des bonnes âmes qui travailleront pour la cause, on va le dire comme ça, comme, pour dire, voilà, on vous met à votre disposition un outil alternatif. Peut-être, cela viendra, mais là, c'est... Mais pas ces acteurs qui sont des acteurs privés. Vous savez, vous connaissez le slogan, hein, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Voilà. Mais en fait, c'est nous leur laissons la possibilité de pomper notre manière de voir l'univers gratuitement. Donc je pense que la question veut dire, si on vous donne la possibilité d'évoluer vos outils, bah, vous nous laissez les utiliser gratuitement aussi. Mais ça ne sera pas comme ça. Non, excusez-moi, voilà, j'ai des remarques très générales, mais comme je n'ai pas bien entendu le sens de la question, On a la personne complète sa question en disant on peut facilement imaginer qu'une fois popularisé, l'accès à ces technologies devienne payant. Bah oui. Oui, bah, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se déjà passe. Ce qui se passe, en fait. Se passe, effectivement. Et c'est logique quand ce sont des personnes privées, enfin des entreprises privées qui développent une technologie, il n'y a pas de raison de leur imposer, de les exproprier de leur propriété. Vous parliez de Stable Diffusion, mais c'est le cas aussi de Midjourney, non ? On a un certain nombre d'images possibles à créer. Abonnement mensuel. Voilà, ou même au début pour tester, pour voir ce que ça donne et ensuite se lancer. Mais là, il faudra payer. Ça fait déjà 1h30 que nous discutons ensemble de manière, je dois le dire, enfin, à mon sens, très éclairante sur cette question de l'intelligence artificielle et de l'image, de l'illustration et de la bande dessinée. S'il n'y a plus de questions dans la salle, eh bien, je vais remercier d'abord tous ceux qui ont participé à cette rencontre. Et donc, Alexandra Bensamoun, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. Je vais remercier également Christelle Pécou. Je remercie également Alexandre Rohan. Je remercie également, qui était avec nous en visio, Daniel Gossens, Marc-Antoine Mathieu et Stéphanie Lecam, la directrice de la Ligue des auteurs. Je remercie aussi la DAGP. Je vous précise 2 choses. La première, c'est qu'il y aura bientôt un colloque le 15 décembre, si je ne m'abuse, au Palais Bourbon sur pop et culture, qui ne manquera pas d'évoquer un certain nombre de questions annexes. Et puis, je vous reprécise également que d'ici une semaine à peu près, vous pourrez en replay à volonté et sans rien payer, sur la chaîne de la DAGP, retrouver cette rencontre autour de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous en aurez encore peur, mais en tout cas, nous avons fait du chemin. Merci à tous.